de nombreuses fois dans la vie, les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et dont ils ont besoin parce qu'ils ne le visent pas. Et c'est une leçon difficile à apprendre pour les gens, parce qu'ils sont cyniques pour commencer. Et ils supposent qu'il n'y a aucune possibilité d'avancer. Mais il n'est pas si déraisonnable de supposer que vous n'allez pas atteindre ce que vous ne visez pas, ou vous n'allez pas atteindre ce que vous visez, et ne tirez pas dessus, et... J'ai vu encore et encore que si les gens mettent en avant une vision de ce qu'ils considèrent comme digne de poursuite, ce qui est quelque chose que vous devez déterminer en dialogue avec vous-même. Étant donné les conditions préalables difficiles de l'existence, y a-t-il quelque chose qui serait suffisamment valable à vos yeux pour que vous existiez? Motivé pour le poursuivre. C'est une question philosophique profonde. Et ce n'est pas une question déraisonnable. C'est un bon point de départ. C'est comme, eh bien, la vie est assez difficile pour vous rendre cynique et amer. Et peut-être assez pour vous rendre cynique, amer, suicidaire, homicide et même génocidaire. Et ce n'est pas surprenant en un sens. Et puis la question est, eh bien, y a-t-il quelque chose que vous pouvez poursuivre qui permet que cela soit acceptable, ou peut-être même souhaitable, qui ait quelque chose à faire qui justifie la souffrance. Il est difficile de dire ce que cela pourrait être pour chacun. C'est à vous de le découvrir. C'est en partie pourquoi Nietzsche avait tort. Nietzsche pensait qu'après Dieu était mort, les êtres humains devraient inventer leurs propres valeurs. Mais les psychanalystes, je dirais Jung en premier lieu parmi eux, ont avancé une contre-réclamation très puissante, à savoir que, eh bien, vous ne pouvez pas inventer des valeurs. Ils sont déjà intégrés en vous. Vous devez les découvrir. Et je pense que c'est vrai pour chaque personne. C'est comme, eh bien, qu'est-ce qui vous justifierait dans l'abandon de votre ressentiment et de votre hostilité? Quel serait un objectif suffisamment aventureux? C'est en partie le problème avec le collectivisme, je pense. J'y réfléchissais aussi aujourd'hui. En tant que psychothérapeute, j'ai appris à ne pas résoudre les problèmes de mes clients à leur place. Donner des conseils fait de vous un mauvais thérapeute. Parfois, vous le faites, car certaines situations relativement triviales nécessitent juste une résolution stratégique. Mais fondamentalement, ce que vous voulez faire, si vous êtes prudent, en tant qu'ami, membre de la famille ou psychothérapeute, c'est d'aider la personne à découvrir son propre chemin vers l'avant, n'est-ce pas ? Et ce sera un chemin difficile car cela signifie qu'ils vont devoir accepter le fardeau de leur vie. Et ensuite, ils vont devoir trouver leur propre solution pour justifier ce fardeau. Et s'ils trouvaient leur propre solution, alors souvent ils en trouvent une qui justifie au moins en partie le fardeau. Et le problème avec la perspective collectiviste, surtout celle qui vous dépeint comme une victime, c'est qu'il revient toujours à quelqu'un d'autre de résoudre vos problèmes. Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas de problème. L'idée que vous êtes en quelque sorte une victime perpétuelle. Eh bien, il y a une vérité dans cela, étant donné que la nature conspire à vous détruire et réussira à la fin, que vous êtes miné par votre propre société en même temps que vous êtes soutenu par elle, et que vous êtes une cible de votre propre malveillance et celle des autres. Je veux dire, il y a donc beaucoup. Il y a une triade de forces tragiques et malveillantes qui visent directement votre cœur, et c'est toujours le cas, mais de ne pas assumer la responsabilité de cela, et de l'attribuer. Attribuer cela à une injustice cosmique, ou à une injustice sociologique en quelque sorte, qui vous vise particulièrement, qui est en quelque sorte la faute des autres, c'est manquer la grande aventure de votre vie, et l'une des choses que j'ai apprises l'année dernière, je faisais une série de conférences bibliques, et j'ai commencé à analyser les histoires abrahamiques, que je ne connaissais pas très bien. L'histoire d'Abraham est particulièrement intéressante, car Abraham il est un débutant lent. C'est l'un de ces gars qui n'a pas réussi à décoller, n'est-ce pas? Il est dans la tente de son père, traînant autour des jupes de sa mère jusqu'à ses 80 ans. Et 80 ans, c'est exactement ça, et Dieu en a finalement assez de lui et dit « Regarde, pourquoi ne sors-tu pas de la tente ? Et va là-bas dans le monde et vis une aventure, tu sais, ta vie t'attend. » Eh bien, c'est Dieu qui appelle. Alors Abraham a assez de sens pour faire ses bagages et partir, mais c'est un désastre complet à partir de là. Tu sais, je veux dire, la première chose qu'il rencontre, c'est une famine, et ce n'est pas une blague. Et ensuite, c'est une tyrannie.
c'est la prochaine chose. Et ensuite, c'est un complot pour voler sa femme. Et je suis sûr qu'il a passé les 20 prochaines années à se demander pourquoi diable il a jamais écouté Dieu et n'est pas resté dans sa foutue tente. Tu sais, mais il y a, et toute l'histoire d'Abraham et les histoires qui suivent, elles ont toutes cette même structure narrative. C'est qu'il y a cet appel à l'aventure, mais ce n'est pas du tout un appel au bonheur. C'est à un mode de vie héroïque, qui implique de prendre la responsabilité de la catastrophe complète. Et que dans cette adoption de ce mode de vie aventureux, il y a un sens profond à trouver, n'est-ce pas? Un sens qui dépasse peut-être juste toi, qui implique ta famille, et qui implique ta communauté, et peut-être même le destin de l'humanité elle-même. Mais il n'y a rien de sûr ou de facile à ce sujet, et très peu de choses qui ont à voir avec le bonheur. L'idée que vos problèmes devraient être résolus pour vous, disons, et que c'est injuste que vous les ayez... Eh bien, c'est attrayant, dans le sens où il n'y a rien à faire pour vous sauf vous plaindre, mais c'est horrifiant dans le sens où il n'y a rien à faire pour vous, sauf vous plaindre. La difficulté est en fait la chose drôle et que la difficulté est en fait le destin. Et c'est incroyablement difficile, mais... Vous êtes peut-être exceptionnellement compétent pour cette tâche. Il y a des preuves qui appuient ce que vous dites, vous savez. Dans la littérature clinique, nous savons que l'un des principaux stratégies que vous pouvez utiliser pour aider les gens, se soigner eux-mêmes et de les amener à affronter ce qui les terrifie, à affronter ce qui les terrifie tellement qu'ils l'évitent, et à apprendre à y faire face par étapes, en morceaux, en étapes gérables. Pas trop, vous savez, parce que vous pouvez vous blesser, mais pas trop peu non plus, parce que sinon c'est inutile. Et ça marche, ça empêche les gens de ne pas... Moins vulnérables, mais plus courageux et plus forts, ce qui est mieux que d'être moins vulnérable, parce que bonne chance avec ça, ça n'arrivera pas. Mais vous pouvez être plus courageux et plus fort. Et si vous assumez le fardeau de confronter la catastrophe de votre existence, alors cela se produit. Et ça fonctionne réellement. Et c'est en partie ce que tout le monde est appelé à découvrir dans sa vie, et en partie ce que les histoires religieuses essaient de rappeler aux gens, en quelque sorte, pour les réveiller. Disons, vous êtes plus que ce que vous pensez être. C'est une autre chose que j'ai réalisée lors de cette tournée. Je n'avais pas bien conceptualisé cela avant. Il y a cette vieille idée que le héros sauve son père de l'abîme, ou du ventre d'un grand monstre, le père mort. On voit cela reflété dans des histoires comme Pinocchio dans le film Disney, car la marionnette sauve Geppetto du ventre d'une baleine, l'endroit le plus terrifiant possible au fond de l'abîme le plus bas possible. Et ce que cela signifie, c'est que si vous... Regardez, et c'est la réponse au dilemme nietzschéen. Nietzsche a dit « Attention à fixer. Si vous fixez longtemps un abîme, l'abîme vous fixe en retour. Si vous regardez assez longtemps dans un abîme, vous découvrez quelque chose au fond. Ce que vous découvrez, au fond de celui-ci, est votre père mort. Et ce que cela signifie, c'est que si vous regardez ce qui vous terrifie assez franchement, alors vous découvrez l'esprit de vos ancêtres que vous pourriez devenir. Et cela ne sera pas appelé hors de vous, sans cette confrontation courageuse, car rien n'est appelé hors de vous sans qu'il ne soit exigé. C'est comme s'entraîner dans une salle de sport. Vous soulevez des poids lourds, pas si lourds qu'ils vous blessent, mais suffisamment lourds pour qu'ils soient légèrement au-delà de votre capacité à comprendre que rien n'est exigé de vous, sans nécessité, et alors vous demandez bien. Et si vous vous soumettiez au plus haut niveau de nécessité possible? Peut-être alors la possibilité est que le meilleur en vous est appelé. Et c'est une union avec tout ce qui est grand. C'est l'union avec ce qu'il y a de plus grand dans l'humanité du passé, parce que c'est en vous. Mais cela ne va pas sortir sans contrainte. Et la contrainte que vous vous imposez est... C'est donc l'antidote au point de vue collectiviste. C'est comme si c'était votre problème. Et merci Dieu pour cela. Parce que vous avez besoin d'un problème pour justifier votre existence misérable. Et il doit s'agir d'un problème d'une ampleur suffisante pour que vous puissiez vous regarder dans le miroir quand vous vous réveillez le matin. Et vous pouvez penser, eh bien malgré mon inadéquation,
et toutes les choses à mon sujet qui sont insuffisantes. Au moins je supporte cette charge valable, et c'est un début. Quelqu'un d'autre? Il est peu probable qu'un commentaire de quelqu'un d'autre vous arrête, à moins que vous ne valorisiez ce commentaire. Alors imaginez que vous allez poursuivre un objectif, mais vous êtes plein de doutes. Et donc 40% de vous est des doutes, et 60% de vous poursuit l'objectif. Et puis 5 ou 6 personnes objectent, et elles objectent en utilisant les doutes. Eh bien vous êtes, ça va être vraiment difficile pour vous. Alors comment fait-on ? Nous surmontons bien en partie ce que cela signifie. C'est que vous n'avez probablement pas complètement réfléchi à ce que vous faites. Et pourquoi ? Et si vous avez un tas de doutes et qu'ils n'ont pas été abordés, alors vous êtes vulnérable à ce moment-là. Et il se peut que votre objectif ne soit pas tout ce qu'il pourrait être. Et il se peut que votre stratégie ne soit pas entièrement élaborée. Et donc vous devez avoir une conversation avec vos doutes. Et prenez-les au sérieux. Et voyez si vous pouvez construire un objectif avec lequel vous êtes d'accord. Et puis un doute surgit parce que quelqu'un vous critique et déclenche un doute. Et vous regardez le doute. Et vous pensez d'accord. Voici le doute. Et c'est pourquoi ce que je fais peut-être ne fonctionnera pas. Mais ensuite vous pensez. Mais j'ai réfléchi à cela, et j'ai réfléchi à cela, et j'ai réfléchi à cela, et tout cela fonctionne. Et donc non, cela ne va pas m'arrêter. Vous savez donc, je regarde, et je pense bien que j'écris quelque chose. Pourquoi ? Eh bien, je veux résoudre ce problème. Je veux réfléchir à ce problème. Pourquoi ? Eh bien, c'est un problème intéressant, mais c'est un problème que beaucoup de gens semblent avoir, donc en discuter et le résoudre semble être utile. Pourquoi ? Plus nous sommes nombreux à prendre les problèmes au sérieux, à chercher des solutions et à communiquer à leur sujet, moins il y aura de problèmes et de souffrances. Et la souffrance ne semble pas être une bonne chose, la souffrance inutile. Peut-être que nous pourrions y travailler, et peut-être que c'est ce que je devrais faire, et cela semble être ce qui est éthique. Et c'est tout ? Et vous pourriez dire, eh bien, que se passe-t-il si vous doutez que faire ce qui est éthique soit juste ? Eh bien, ce n'est pas si facile de construire un argument qui soutient l'idée que d'avoir plus de souffrances inutiles dans le monde est une bonne chose. Donc je dirais, vous savez, vous voulez vous placer sur des bases morales solides, et les gens parlent de moralité tout le temps. C'est ce que vous devriez faire, ou vous êtes une mauvaise personne, c'est arbitraire. Vous savez, ça a ce parfum de tyrannie patriarcale. Mais cela repose sur une mécompréhension de ce qu'est la moralité. C'est comme, voulez-vous être torturé par votre conscience ? Comment je veux dire, combien trouvez-vous agréable d'être torturé par votre conscience ? C'est horrible. Combien horrible. Comme y a-t-il quelque chose de pire ? Excruciant, ouais, je ne sais pas s'il y a pire, je veux dire. C'est là-haut ? Tu dois vivre avec, ouais, aussi longtemps que tu l'as. Ouais. Bien, je pense que c'est une expérience universelle, ou presque universelle, donc tu vis de manière éthique quand tu ne violes pas ta conscience. Bien, il n'y a rien de mieux que ça. Ça pourrait ne pas être suffisant. Ça pourrait même ne pas être bon. Disons que tu y arrives, des choses peuvent encore venir et te déstabiliser. Mais le but de vivre de manière éthique est que, afin que tu aies une certaine paix, cherche autour de toi quelque chose qui te dérange et vois si tu peux le réparer. Alors maintenant tu penses bien. Disons que tu entres dans
Tu peux faire ça dans une pièce, c'est assez amusant de le faire, juste quand tu es assis dans une pièce, comme une pièce peut être ta chambre. Tu peux t'asseoir là et juste méditer dessus, penser d'accord, si je voulais passer 10 minutes à améliorer cette pièce, que devrais-je faire? Et tu dois te poser cette question, ce n'est pas un ordre, c'est comme une vraie question, et des choses vont ressortir dans la pièce, que tu sais que tu aimes. Il y a une pile de papier là-bas qui te dérange un peu, et tu sais que peut-être un peu d'ordre là-bas serait une bonne chose, et tu sais que tu n'as pas... Il y a des déchets derrière ton écran d'ordinateur que tu n'as pas touché depuis 6 mois, et la pièce serait légèrement meilleure si elle était un peu moins poussiéreuse, et les câbles n'étaient pas tous emmêlés de la même manière, et comme si tu te permets juste de considérer l'étendue dans laquelle tu existes à ce moment-là, il y aura de nombreuses choses à réparer qui ressortiront. Tu sais, si tu venais me voir pour une psychothérapie, la première chose que je te demanderais serait simplement d'organiser ta chambre. Tu penses que c'est de la psychothérapie? La réponse dépend de comment tu conçois les limites de ton être. Et je dirais, commence là où tu peux commencer. Tu sais, si quelque chose se présente à toi, ce qui est une façon étrange de le penser, comme ayant besoin de réparation, que tu pourrais réparer, alors, répare-le. Si tu répares une centaine de choses comme ça, ta vie sera très différente. Je conseille souvent aux gens de réparer les choses qu'ils répètent quotidiennement. Les gens ont tendance à considérer ces choses comme triviales, n'est-ce pas? Tu te lèves, te brosses les dents, prends ton petit déjeuner, tu sais, tu as tes routines quotidiennes. Eh bien, ces choses représentent probablement 50% de votre vie. Et les gens pensent qu'elles sont banales, je n'ai pas besoin de leur prêter attention, c'est comme non, c'est exactement faux. Les choses que vous faites tous les jours sont les choses les plus importantes que vous faites, sans aucun doute. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire l'arithmétique. Vous le comprendrez tout de suite. Donc une centaine d'ajustements à votre domaine d'être plus large, et il y a beaucoup moins de déchets autour et beaucoup moins de pièges dans lesquels vous pouvez tomber. Et donc cela est en accord avec l'idée de Jung sur l'effacement du dé. Une fois que vous avez rassemblé votre esprit et vos émotions, et une fois que vous agissez en conséquence, alors vous pouvez étendre ce que vous êtes prêt à considérer comme vous-même, et commencer à réparer les choses qui font partie de votre étendue plus large. Parfois, vous ne savez pas comment agir. Imaginez que vous marchez sur la rue Bloor et croisez un homme alcoolique et schizophrène qui vit dans la rue depuis 10 ans. Il trébuche vers vous et, vous savez, marmonne quelque chose de manière incohérente. C'est un problème. Et ce serait bien si vous pouviez le réparer, mais vous n'avez aucune idée de comment le faire. Vous devriez simplement ignorer cela et trouver quelque chose d'autre à réparer. Parce que si vous vous mêlez de ça, non seulement il est peu probable que vous aidiez cette personne, mais il est très probable que vous vous blessiez vous-même. Donc, vous savez, juste parce que pendant que vous vivez des choses se présentent comme ayant besoin de réparation, cela ne signifie pas que c'est vous, ici et maintenant, qui devriez les réparer. L'humilité est essentielle. On ne s'approche pas d'un hélicoptère en panne pour commencer à bricoler dessus. Restez dans votre domaine d'expertise. Mais la plupart du temps, si les gens regardent leur vie, vous savez, c'est une chose très intéressante à faire. J'aime l'idée de la pièce parce que vous pouvez le faire en un clin d'œil. Vous savez, vous retournez là où vous vivez, et vous vous asseyez et pensez, d'accord, je vais améliorer cet endroit pendant une demi-heure. Que devrais-je faire? Il faut demander, et les choses surgiront comme des fous. Et c'est en partie parce que votre esprit est une chose très étrange. Dès que vous lui donnez un nom, un vrai nom, il reconfigurera le monde en accord avec cela. C'est en fait ainsi que vous commencez à voir. Et donc si vous lui fixez une tâche, surtout, vous devez être sincère à ce sujet. C'est pourquoi vous devez rassembler vos pensées et vos émotions. Puis vous devez les avoir dans votre corps pour agir de manière cohérente. Soyez honnête sur votre but. Mais une fois que vous visez, le monde se reconfigurera étrangement autour de cet objectif. Et cet homme, si vous pouvez comprendre une chose, et en conséquence d'être même à l'université, ce serait une bonne chose. Vous voyez ce que vous visez. Et donc parce que une inférence que vous pourriez en tirer est de faire attention à ce que vous visez, n'est-ce pas? Ce que vous visez détermine la façon dont le monde se manifeste à vous. Et donc, si le monde se manifeste de manière très négative, une chose à se demander est, visez-vous la bonne chose? Maintenant, vous savez, je n'essaie pas de réduire les problèmes de tout le monde à un mauvais objectif. Les gens sont coupés dans leur élan pour toutes sortes de raisons. Vous savez, ils tombent malades,
ils ont des accidents. L'existence comporte certainement un élément aléatoire. Donc, vous ne voulez pas exagérer, même avec cette phrase en particulier. Vous voulez le lier au fait que des choses aléatoires arrivent aux gens, mais c'est toujours une bonne question à poser. Je pense que c'est... se rapporte à cette idée d'un idéal. Vous savez, une personne est-elle ce qu'elle est ? Ou est-ce que la personne est mieux comprise comme ce qu'elle pourrait devenir ? Et je pense que nous nous comprenons essentiellement en termes de ce que nous croyons pouvoir devenir. Notre conscience nous reproche de ne pas aller dans cette direction, et dont l'une des choses que vous faites, si vous vous mettez au défi, et que vous essayez de vous transformer à travers. Le trempage en ce que vous pourriez être, et nous sommes toujours en devenir, nous ne sommes pas des entités statiques, et nous existons toujours en relation avec cet idéal. Et donc la quête religieuse est une tentative de spécifier l'idéal, et aussi de le spécifier communautairement. Et alors nous pouvons dire, bien, vous vous imposez des défis pour faciliter votre transformation vers l'idéal. Les gens comprennent tout cela. Évidemment, vous agissez ainsi. Et avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui n'est pas réprimandé par sa conscience pour ne pas être plus que ce qu'il est ? Je ne crois pas qu'une telle personne existe. Vous savez, peut-être le psychopathe hypothétique. Vous savez, je suis tellement... Et la gratitude, je dirais que c'est aussi dans la mesure où elle peut se manifester. C'est aussi une décision. Parce que vous pourriez dire que les anténatalistes, les gens qui pensent que la conscience est si insupportable qu'elle devrait simplement être éradiquée, pensent que le monde est si corrompu et si rempli de souffrances qu'il serait préférable qu'il n'existe pas du tout. Et vous pouvez faire un argument parfaitement logique pour cela. Dostoïevski l'a fait tout le temps dans ses romans. Alors bien, vous pouvez prendre la voie opposée et vivre cela. Et c'est une décision d'être reconnaissant, c'est quelque chose à viser, c'est quelque chose à essayer de manifester comme être véridique, et c'est malgré votre souffrance. Parce que la souffrance peut être absolument accablante, elle peut être insupportable. Vous pourriez avoir fait quelque chose de plus difficile, d'autres ont certainement traversé quelque chose de plus difficile. Les plaintes du monde moderne ne peuvent même pas se comparer à celles d'il y a 50 ou 100 ans. Je veux dire, c'est incroyable ce que nos ancêtres pas trop loin de maintenant ont dû affronter. Et oui, et vous pouvez dire que cela suscite vraiment de la gratitude en vous. C'est plus grand que vous ne le pensez, que vous pourriez invoquer. Et la preuve est que d'autres personnes ont traversé cela. Et ce n'est pas tant encore pointer un manque en vous nécessairement, que c'est quelque chose qui est plein d'espoir. Oui, exactement. Exactement. Et vous dites, vous savez, il y a un psychologue, Carl Rogers, et il pensait que vous devriez avoir un regard positif inconditionnel pour vos clients. Et je ne crois pas que c'est vrai. Vous devriez avoir un regard positif inconditionnel pour les parties de vos clients qui essaient de s'améliorer. Maintenant, cela ne signifie pas que vous critiquez et traitez durement les autres éléments. Ce n'est pas le point. Le point est, quand vous traitez avec quelqu'un, traitez-vous avec qui ils sont. Essayez-vous de favoriser qui ils pourraient être et quelle est la meilleure attitude. Et c'est certainement le cas avec les jeunes, et peut-être avec nous tous que nous aimons interagir avec des personnes qui appellent le meilleur en nous. Si vous configurez votre vie de sorte que ce que vous faites vraiment est de viser le plus grand bien possible, alors les choses dont vous avez besoin pour survivre et prospérer au quotidien vous seront livrées. C'est une hypothèse, et ce n'est pas une simple hypothèse, n'est-ce pas ? Parce que ce qu'elle dit essentiellement, c'est que si vous osez faire la chose la plus difficile que vous pouvez conceptualiser, votre vie se déroulera mieux que si vous faites quoi que ce soit d'autre. Comment savoir si c'est vrai ? C'est un saut de foi à la Kierkegaard. Il n'y a aucun moyen de le savoir sans le faire. Donc, personne ne peut non plus vous le dire, simplement parce que cela fonctionne pour quelqu'un d'autre. C'est intéressant, mais ça ne prouve pas que ça marchera pour vous. Vous devez être totalement engagé dans ce jeu. Et donc l'idée est, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est en fait une mise en garde assez importante lorsque vous parlez de ne pas avoir à faire attention à ce que vous allez manger, ou à ce que vous allez porter.
C'est comme, ce qu'il dit essentiellement, c'est que ces problèmes sont triviaux en comparaison. Et la probabilité est que si vous vous manifestez correctement dans le monde, ces choses viendront à vous est extrêmement élevée. Et je crois que c'est exactement juste. Je veux dire, j'ai observé comment les gens agissent dans le monde, et je dirais que il n'y a pas de manière plus efficace d'agir dans le monde que de conceptualiser le plus grand bien que vous pouvez, puis de s'efforcer de l'atteindre. Il n'y a pas de voie plus pratique vers le genre de succès que vous pourriez avoir, si vous saviez réellement ce qu'est le succès. Et c'est ce que ce sermon tente de affirmer. C'est comme dans l'histoire de Pinocchio, vous savez. Ce qui se passe au début de l'histoire de Pinocchio, c'est que Geppetto fait un vœu sur une étoile. Nous en avons un peu parlé. Et donc ce que fait Geppetto, c'est qu'il s'aligne avec la manifestation métaphorique du plus grand bien qu'il puisse conceptualiser. Et il prend un engagement, disons. Il vise l'étoile. Et pour lui, l'étoile est la possibilité qu'il peut prendre sa création, une marionnette dont les fils sont tirés par des forces invisibles, et la transformer en quelque chose d'autonome et de réel. Eh bien, c'est une sacrée ambition. Nous sommes assez sages pour mettre cela dans un film pour enfants, mais trop bêtes pour en saisir le sens. C'est une juxtaposition si intéressante que nous pouvons à la fois savoir cela, et ne pas le savoir en même temps. Vous pouvez regarder un film au cinéma, et en comprendre le sens, mais cela ne veut pas dire que vous pouvez rentrer chez vous en pensant avoir saisi toute sa signification. Eh bien, les gens sont compliqués, n'est-ce pas? Nous existons à différents niveaux, et tous les niveaux ne communiquent pas entre eux. Mais le film est une hypothèse, et l'hypothèse est qu'il n'y a pas de meilleur chemin vers la réalisation de soi et l'ennoblissement de l'être que de poser le plus grand bien que vous pouvez concevoir et de vous y engager. Vous pourriez aussi vous demander, et cela vaut la peine de se le demander, avez-vous vraiment quelque chose de mieux à faire? Si ce n'est pas le cas, pourquoi agir autrement? Vous vous souvenez de la fable de la cigale et la fourmi? Je ne vais pas la raconter, mais... La fourmi travaille, et la cigale joue du violon. Et la fourmi passe un assez bon hiver, et la cigale meurt. C'est comme une ligne pro-cigale, mais en réalité ça dit autre chose. Cela dit que, si vous vous orientez correctement, et ensuite faites attention à ce que vous faites tous les jours, ça fonctionne. Et je pense réellement que cela est en accord avec ce que nous avons compris de la perception humaine, car ce qui se passe, c'est que le monde se modifie lui-même autour de votre objectif. Vous êtes une créature qui a un but. Vous devez avoir un objectif pour agir. Vous visez un point et vous vous dirigez vers lui. C'est intégré en vous. Et donc vous avez un but. Eh bien, disons que votre but est le but le plus élevé possible. Cela définit donc votre environnement. Il organise toutes vos perceptions. Il organise ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Il organise vos émotions et vos motivations. Organisez-vous autour de votre objectif. La journée se présentera comme un ensemble de défis et de problèmes. Si vous les résolvez correctement, vous resterez sur la bonne voie et pourrez vous concentrer sur le présent. Ainsi, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre, parce que vous pouvez pointer vers la distance, la grande distance, et vous pouvez vivre au jour le jour. Et il me semble que cela donne à chaque instant de la journée une signification surchargée. Parce que si tout ce que vous faites chaque jour est lié à l'objectif le plus élevé que vous pouvez conceptualiser, eh bien c'est la définition même de la signification qui vous soutiendrait dans votre vie. Et puis la question est de retour à Noah, tout l'enfer est sur le point de se déchaîner, et le chaos arrive. C'est comme quand cela se produit dans votre vie. Vous voudrez peut-être faire quelque chose que vous considérez comme vraiment valable. Parce que c'est ce qui vous maintiendra à flot quand tout sera inondé. Vous pourriez dire, pourquoi voudriez-vous être roi? Vous pourriez dire roi du monde, ou roi de votre propre âme. À quoi voulez-vous vous subordonner? Comment votre volonté héroïque de rencontrer l'inconnu et de l'articuler et de le partager avec les gens? Il n'y a pas de vision plus noble que celle-là. Et je ne vois pas que c'est simplement arbitraire. Et ce n'est pas non plus simplement arbitraire. Parce que si vous faites cela
dans la mesure où vous le faites, en supposant que votre société n'est pas entièrement corrompue. Vous aurez du succès, cela vous aidera réellement, pratiquement. Vous vous élèverez au-dessus des hommes. Vous serez choisi par les femmes. Vous serez admirable, vous serez valorisé. Et vous savez cela parce que si vous regardez les personnes que vous admirez et appréciez, encore une fois, à moins que vous n'ayez fait un détour dans des endroits sombres et soyez possédé par l'admiration pour des personnes qui travaillent à des fins malveillantes et pour la destruction, vous devez simplement observer les personnes que vous admirez et essayer de comprendre ce qui est commun entre elles et tirer vos propres conclusions. Et vous pouvez aussi vous demander, lorsque vous vous torturez avec votre conscience parce que vous ne faites pas ce que vous devriez faire et vous le savez, qu'est-ce qui vous torture dans votre relation ? Vous avez une vision de votre idéal personnel et vous vous tourmentez si vous ne le correspondez pas. Quel est l'idéal ? Eh bien, vous ne savez pas, n'est-ce pas ? C'est un peu incohérent et mal articulé. Mais cela ne signifie pas qu'il n'essaie pas de se manifester et de se faire connaître de vous. Il y a cette idée dans le Nouveau Testament que, si vous frappez, la porte s'ouvrira. Vous pensez que c'est une affirmation incroyablement naïvement optimiste à laquelle personne de sensé ne donnerait le moindre crédit. Mais le monde est un endroit très étrange, et c'est bien le cas que vos perceptions du monde et la personnalité que vous habitez s'orientent autour de votre objectif fondamental. Vous êtes des créatures orientées vers un but. Vous regardez en avant. Nous pointons, tout comme si nous étions des flèches qui sont visées. Nous sommes soit visés vers quelque chose, soit vers rien, mais nous devons être visés. Viser quelque chose augmente radicalement les chances d'obtenir un résultat, même s'il diffère de l'objectif initial. Ce n'est pas grave, car vous pourriez mal viser. L'important est de viser et d'avancer. Votre perspective changera, vous pourrez ajuster votre visée, c'est très bien. Mais au moins vous avancez. Alors l'avenir que vous voulez créer est celui que vous créez. Autant le créer. Vous n'avez rien de mieux à faire. L'autre chose si importante à réaliser, une partie du problème de la fragilité, c'est que vous êtes tous engagés dans ce jeu. Vous avez déjà risqué votre vie. Donc, à mon avis, vous pourriez aussi bien la risquer pour quelque chose que vous jugez valable. Vous misez votre vie, car quelle autre option avez-vous ? Misez sur quelque chose que vous ne jugez pas valable. En quoi cela serait-il mieux ? Il n'y a aucune amélioration à cela, et donc si vous voulez tracer un meilleur chemin vers l'avant, alors sortez la charrue et commencez à travailler dessus, et cela fonctionne beaucoup mieux que vous ne le pensez. Je me suis souvent demandé si nous nous en sortions bien dans ce monde, et je pense que c'est une question raisonnable. Les choses se sont nettement améliorées depuis 50 ans. Et il y a beaucoup de raisons d'être optimiste, et il y a des raisons d'être pessimiste. Mais vous savez, ce n'est pas comme si nous étions tous en train de rendre les choses meilleures. Nous sommes peut-être à 60-40 ou 65-35 ou quelque chose comme ça, individuellement et collectivement. Imaginons ce que nous pourrions accomplir si nous étions tous impliqués, et à quel point nous pourrions améliorer les choses. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'y réfléchir, il y a quelque chose à quoi vous consacrer. C'est comme, combien de souffrances pourriez-vous rectifier si c'était votre objectif le vôtre et celui des autres aussi ? Combien de malveillance pourriez-vous empêcher et combien de bien pourriez-vous apporter au monde ? C'est un objectif noble, et c'est certainement quelque chose qui vaut la peine d'être découvert, à moins que vous ayez quelque chose de mieux à faire, et il ne me semble pas que vous le fassiez surtout lorsque vous pensez que le bien n'est pas quelque chose qui est associé à une adhésion naïve, à un ensemble de règles contraignantes. Vous savez que tout le bien n'est qu'obéissance. Je ne parle pas du tout de ça. Je dis, regardez, il y a des problèmes là-bas dans le monde, et certains de ces problèmes vous dérangent. Ce sont vos problèmes qui vous dérangent, et je ne sais pas pourquoi ils vous affectent vous, et pas quelqu'un d'autre. Mais il y a des problèmes qui vous tracassent. Ce sont les vôtres, n'est-ce pas ? C'est votre appel à l'aventure, résolvez-les, et... Voyez qui vous êtes ? Mettez votre vie ensemble et... Faites quelque chose de mieux. C'est la façon de vaincre la nostalgie du faux passé. Et ne soyez pas si sûr que vous ne pouvez pas le faire. J'ai ce programme dont je vais vous parler très brièvement, à cause des effets qu'il a eus, qui nous ont surpris, parce que nous l'avons testé empiriquement.
Il s'appelle le programme d'écriture future et il est sur un site appelé selfauthoring.com. Et c'est un programme conçu pour aider les gens à faire un plan pour leur vie. Et c'est un programme assez simple en un sens, bien que pas tellement dans d'autres. Je pourrais dire, que voulez-vous faire de votre vie ? Vous pensez alors ne pas pouvoir répondre à cette question. C'est comme si c'était une grande question. Et donc vous ne savez pas. Une partie du problème est que ce n'est pas une très bonne question. Elle n'est pas assez différenciée. Donc, si vous vous posez une question qui est si grande que vous ne pouvez pas y répondre, eh bien, alors vous devriez vous poser une question plus petite. Dans ce programme, on vous demande de faire des choses. Nous avons tenté de le rendre pratique. C'est dans 3 à 5 ans, et vous obtenez ce dont vous avez besoin et voulez dans la mesure du raisonnable. D'accord ? En supposant que vous prenez soin de vous dans la mesure du raisonnable, Bob, que pourriez-vous vouloir ? Comment aimeriez-vous que soit votre famille ? Comment se déroulent vos relations avec votre fratrie et vos parents ? Et votre relation intime ? Si vous pouviez avoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, à quoi cela ressemblerait-il ? Votre carrière ou votre travail, car ce ne sont pas la même chose. Peut-être pourriez-vous avoir un travail respectable et qui apporte une contribution valable à votre entourage, justifiant votre position sociale. Peut-être même pourriez-vous avoir une carrière avec un sens intrinsèque en soi. Votre éducation, votre résistance à la tentation des drogues et de l'alcool, est le genre de choses qui font dérailler les gens. Votre soin de vous-même mentalement et physiquement. Votre utilisation du temps de manière productive et engageante en dehors du travail. Que désireriez-vous le plus si vous pouviez avoir ce que vous voulez ? Répondez-y, devinez si vous devez. Et puis écrivez pendant 20 minutes sur ce que pourrait être votre vie si tout cela se manifestait. Et puis faites l'inverse. Écrivez sur ce que serait votre vie dans 3 à 5 ans si vous laissiez tout ce qui n'est pas bon en vous prendre le dessus et vous emmener dans votre propre petite subdivision de l'enfer. Les gens en sont assez conscients, tout le monde sait. Tout le monde à qui j'ai parlé a une réelle idée de la façon dont ils dégénéreraient s'ils dégénéraient à leur manière particulière. Certains deviendraient cruels, certains deviendraient homicides, certains deviendraient alcooliques. Certaines personnes finiraient dans la rue, certaines personnes dériveraient vers la prostitution. Les gens savent où leurs faiblesses sont susceptibles de les tenter et de les emporter. Alors vous esquissez un petit enfer et un petit paradis, et peut-être que vous êtes motivé pour fuir l'un, ce qui est bien, et courir vers l'autre, et donc vous avez un cadre pour votre vie, et... Ensuite, peut-être que vous élaborez un plan stratégique. Eh bien, nous avons fait cela maintenant, avec des milliers de personnes. En Hollande et au Canada, principalement des étudiants universitaires. Tous des étudiants universitaires dans les études de recherche. Et nous avons constaté dans ce petit collège au Canada, le collège Mohawk, si vous ameniez des étudiants pendant l'été, lors de leur orientation, et que vous leur faisiez simplement faire ce programme, qui devrait probablement vous prendre environ 5 jours si vous le faisiez de manière approfondie, si vous les faisiez le faire vraiment mal en 1 heure, cela a diminué la probabilité que les hommes abandonnent au premier semestre de 50%. C'était une découverte stupéfiante, et nous avons trouvé la même chose. Des résultats de magnitude similaires dans les autres études, et la raison pour laquelle je vous dis cela est parce les gens n'obtiennent souvent pas ce qu'ils veulent, car ils ne le visent pas réellement. Cette idée que vous devriez avoir une meilleure estime de vous-même ou que vous devriez être heureux, c'est comme Jésus, c'est si faible, c'est si pathétique. C'est comme d'abord oublier ça parce que vous n'êtes pas qui vous devriez être et vous ne méritez pas votre estime de soi. Et deuxièmement, à quoi bon le bonheur va vous faire quand vous êtes malheureux, et vous le serez. Donc il n'y a rien dans cela pour vous sortir du lit. Le matin, vous avez besoin d'une aventure, et plus elle est grande, mieux c'est. Et donc c'est comme c'est de retour sur les hautes mers, messieurs. Vous savez, sur les vagues déferlantes, où il y a de nouveaux continents à conquérir, et de nouvelles choses à surmonter. Et si vous pensez que toutes les frontières sont parties, alors vous ne regardez pas, parce qu'il y a des frontières partout. Et c'est là que vous devriez être droit travaillant, avec diligence, pour étendre le domaine de l'ordre habitable dans le chaos du potentiel.
Et cela vous obligera à découvrir qui vous êtes et à l'apporter dans le monde. Et c'est le rôle des hommes au XXIe siècle. Et il n'y a rien à ce sujet qui ne soit rien d'autre que bon pour tout le monde. Je veux dire, une des choses que je déteste à propos de l'idéologie collectiviste actuelle et de l'assistance que ce que nous vivons est une tyrannie patriarcale, c'est qu'elle associe l'activité des hommes vaillants à rien d'autre que la tyrannie et le pouvoir. Et je pense que c'est épouvantable au-delà de l'imaginable, parce que cela confond le courage, la compétence, le désir d'assumer la responsabilité et la capacité à être généreux avec rien d'autre que le pouvoir. Et cela donne aux hommes, surtout aux jeunes hommes, une excuse pour être inutiles afin qu'ils soient inoffensifs, afin qu'ils ne soient pas destructeurs. Tout cela est inutile, vous êtes comme une créature dangereuse, et c'est bien ainsi. Et vous devriez canaliser cela et le discipliner vers un objectif impossible, que vous pouvez à peine soulever, et voir si vous pouvez réussir à lutter en montée avec. Et alors les choses se remettront en place d'elles-mêmes. Nous n'aurons alors pas à nous demander quel est le rôle des hommes au XXIe siècle, il y a d'énormes problèmes à résoudre. Résolvez-les. Il est en notre pouvoir de les résoudre. Il est en votre pouvoir de résoudre les problèmes qui se présentent à vous comme vos problèmes. Résolvez-les. C'est la bonne solution. Et il n'y a rien dans cela qui ne soit pas bon. Donc, et il n'y a rien dedans qui ne soit pas comme cet appel à l'aventure, qui peut vous lever le matin quand c'est un matin difficile. Vous savez, quand tout s'effondre autour de vous, peu importe la raison. Vous avez besoin d'un but pour avancer, et ce doit être le genre de but qui justifie la souffrance. Alors, c'est ça. C'est une partie de ce que la tradition est censée vous enseigner, en vous présentant des exemples de grandes personnes du passé. La leçon n'est pas censée être exactement de se prosterner et d'adorer ces personnes, c'est d'être comme eux, et vous pourriez l'être. Et je veux dire que c'est vraiment le but des sciences humaines, quand il s'agit des sciences humaines. Si ce n'est pas le cas, si c'est le but, alors les étudiants étudieront les sciences humaines. Dès que cela cesse d'être l'objectif, alors il n'y a rien de valeur là-bas. Je veux dire, la grande littérature vous le dit. Elle vous raconte la grande histoire du bien et du mal. Toujours, c'est le bien et le mal contre un fond de chaos, et d'ordre toujours. Et les personnages maléfiques sont là pour être de mauvais exemples, et les bons personnages sont là pour être de bons exemples. Où vous voyez l'interaction de ces forces, au sein d'une seule personne, et c'est un rappel de qui vous pourriez être, et vous pouvez découvrir qui vous devriez être. C'est en fait cela. Et c'est quelque chose de assez mystérieux, je crois. Et une partie de la preuve, disons, que nous existons dans un monde de valeurs. Votre conscience vous dit qui vous devriez être. Cela ne signifie pas nécessairement que c'est infaillible, mais les gens luttent avec leur conscience, vous savez. Il n'y a personne que je n'ai jamais rencontré qui est vous. Savez, je ne suis pas, je suis narcissiste. Acceptez, disons, oui. Les gens sont généralement tourmentés par leur conscience. Et la raison de cela est que ils s'écartent du chemin qui est leur destin. Et si ce n'est pas votre opinion, quelle est-elle? Comment définissez-vous la conscience? J'ai demandé à mes classes, qu'on a plusieurs fois, s'ils ont une petite voix intérieure qui les avertit quand ils font ou sont sur le point de faire quelque chose de mal, ou un sentiment. Et ils sont tous immédiatement d'accord avec ça. Personne ne trouve ce concept étranger. Et donc si vous ne savez pas qui vous êtes, votre conscience vous le rappellera lorsque vous n'êtes pas désolé. Si vous ne savez pas qui vous pourriez être, votre conscience vous le rappellera lorsque vous déviez, et alors vous pouvez commencer à y prêter attention. Pensez bien, regardez, j'ai vraiment honte quand je fais ça, je devrais arrêter, à moins que je ne veuille avoir honte tout le temps. Il semble que je devrais arrêter. Et peut-être que vous arrêtez de faire cela. Et puis votre conscience s'oppose à autre chose. Et peut-être que vous arrêtez de faire cela. Et à mesure que cela se produit, vous commencez à développer une vision de qui vous pourriez être. Et le chapitre l'indique. Ça. Ils regardent les représentations symboliques.
C'est un examen d'une certaine représentation symbolique de l'idéal, et donc c'est ma tentative pour évaluer la tradition pour ce qu'elle peut nous dire sur ce que pourrait être l'être humain idéal. Et l'être humain idéal est la personne qui, franchement, soutient les traditions de la culture et forge un chemin vers l'inconnu. Nous sommes passés par là, et attire de nouvelles informations, et se reconstruit lui-même et le monde pour que vous puissiez entrer en contact avec les valeurs les plus élevées. Vous devez ramener cela à vos particularités. Et déterminer comment vous faites cela. Ce sera d'une manière que personne d'autre ne le fait parce que vous êtes le seul à être vous. Mais vous pouvez viser quelque chose. Visez quelque chose. Et le point du chapitre est que vous visez quelque chose et cela vous façonnera au fur et à mesure que vous vous en approchez. Votre objectif changera et vous bougerez, mais cela importe peu. Cela vous met en mouvement et avec le temps, vous serez de plus en plus façonné en la personne que vous pourriez être. Que se passe-t-il lorsque vous le faites correctement? Quand j'étais en école d'études supérieures, j'avais de mauvaises habitudes. Je fumais un paquet de cigarettes par jour et buvais beaucoup. Je venais d'une petite ville du nord de l'Alberta, comme beaucoup de petites villes, surtout dans le nord du Canada. L'abus d'alcool était de rigueur. Vous savez, Et donc, j'ai remarqué quand j'étais dans la vingtaine, que le seul moment où je regrettais vraiment ce que j'avais fait, c'était quand je buvais. Mon écriture en souffrait aussi, car je n'arrivais pas à me concentrer avec la gueule de bois, mais je ne pouvais pas rester constant. Je ne pouvais pas supporter la tension émotionnelle de ce dont j'écrivais quand j'avais la gueule de bois. C'était trop. Je ne pouvais pas gérer d'être sur le fil du rasoir parce que j'avais déstabilisé mon système nerveux. En tout cas, j'ai arrêté de boire. Et la raison en était que j'ai décidé que je ne voulais plus avoir honte de ce que je faisais. Il me semblait que je pensais, craindier, eh bien, peut-être que je pourrais ne pas faire des choses honteuses, et voir à quoi ressemblait ma vie. Donc c'était plutôt du côté négatif, du côté des contraintes. Je pense que les gens, du côté plus positif, s'impliquent profondément dans ce qu'ils font, s'ils sont au bon endroit, au bon moment. Donc, vous, je dirais, vous pouvez dire que c'est l'idée du paradis sur Terre à un certain degré, quand le temps s'arrête, quand vous n'êtes pas conscient de la durée du temps, quand vous êtes tellement engagé dans ce que vous faites, que vous n'êtes pas conscient de la durée du temps. Alors vous avez les forces du chaos, de l'équilibre et de l'ordre bien équilibré. Vous n'êtes pas stérilisé et ennuyé. C'est un excès d'ordre, tout est trop prévisible. Vous n'êtes pas submergé, vous gérez. C'est comme si vous jouiez au tennis au sommet de votre jeu. C'est en partie ce que les gens ressentent quand ils sont de grands athlètes, quand ils jouent dans la zone. Vous savez, et ils se poussent toujours à leurs limites. Vous pouvez le voir si vous regardez un gymnaste, par exemple, qui fait une performance brillante. Ils se sont surpassés au-delà de leur domaine de compétence pendant la performance. Et c'est ce qui fait que tout le monde se lève d'un bond. C'est l'incarnation donner corps juste là devant vous pendant quelques instants. Et tout le monde acclame cela. Cela devient éphémère. Vous pourriez avoir un excellent mois, puis soudain, quelque chose se passe. Arrive, le chaos revient comme si c'est ça, nous oublions presque ce moment, vous. Ne pouvez pas, comme vous ne pouvez pas le retenir bien. Cela nécessite beaucoup, cela nécessite même à un certain degré une bonne fortune pour maintenir. Je n'ai certainement pas pu le faire pendant que j'étais malade, vous savez, et le temps. L'une des conséquences de ma maladie, quelle qu'elle soit ou est, était la dilatation du temps, comme si les jours duraient des semaines. Il semblait que les minutes duraient des heures, et je veux dire cela littéralement. C'était terrible, le poids du temps. C'est le poids de la mortalité brute. C'est le poids de la conscience de soi. Et vous échappez à cela. Immergez correctement ainsi. Et que le deuxième chapitre est un chapitre assez pratique. C'est comme si vous n'êtes pas qui vous voulez être. Réfléchissez à comment vous améliorer. Prenez une chance, visez cela, et travaillez dessus pour voir ce qui se passe. Je dis souvent aux jeunes que je ne suis pas un psychologue très conventionnel. À cet égard, parce que les psychologues aiment tapoter les gens sur la tête et dire que vous allez bien comme vous êtes. J'ai parlé à l'évêque Baron il y a quelque temps.
je vais diffuser cela. Et il a dit que les prêtres catholiques étaient formés dans les années 1960 pour être humanistes et acceptants. Tu es bien comme tu es, tu sais, et c'est tellement des bêtises. C'est comme... Non seulement tu n'es pas bien comme tu es, tu ne penses pas que quiconque est bien comme il est non plus. Et tu ne penses pas que tes enfants sont bien comme ils sont, comme tu les aimes et tout ça, mais tu ne veux pas qu'ils restent 3 ans, toute leur vie, tu veux qu'ils s'élargissent et s'améliorent et deviennent qui ils sont. Et donc, au lieu de dire aux jeunes qu'ils vont bien, tels qu'ils sont, je leur dis ça et c'est un message terrible. Pour eux, s'ils sont désespérés, tu sais. Disons que 10% des personnes dans mon public sont jeunes. Peut-être sont-ils des jeunes hommes, juste pour l'argument. Et ils ne sont pas en bonne forme. Ils n'ont pas d'objectif. Ils boivent trop. Ils regardent tout le temps de la pornographie. Ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de structure dans leur vie. Et ils sont tout simplement misérables. Et la misère les transforme en malveillance, parce que suffisamment de misère le fera absolument. Et ensuite, que vas-tu faire? Et venir dire, eh bien tu es bien comme tu es. C'est comme si c'était la dernière chose qu'ils veulent entendre. C'est comme si tu devais te ressaisir. Tu sais, tu as des choses à faire, et elles vont être difficiles. Et qu'il y a un message chrétien résonnant là-dedans, je dirais, qui est que tu prends le poids de ta souffrance volontairement et tu montes la colline avec. Et cela ne vous donne pas seulement le sens dont vous avez besoin dans la vie, dans votre vie pour vous empêcher de dégénérer de manière dangereuse, mais cela rend réellement les choses meilleures. Tout cela doit faire partie de la solution. Je crois en l'ingéniosité humaine et en notre capacité à résoudre les problèmes qui nous assaillent. Mais ce ne peut pas être juste, il doit être plus, que nous pouvons améliorer le bien-être matériel, ce qui est ce qu'il tend à être maintenant. Ce n'est pas suffisant. Et vous êtes balayé par les types apocalyptiques. Tu sais, j'ai été un défenseur pour que les gens remettent leur vie en ordre, et bien sûr ma vie s'est effondrée. Et donc vous pourriez vous demander bien... Êtes-vous conscient de l'ironie de cela? Et la réponse à cela est... Eh bien absolument, vous savez, c'est honteux. Je ressens cela fréquemment. Et alors vous pourriez dire... Et les gens tweetent cela assez régulièrement, vous savez qui suis-je pour donner des conseils? Et je suppose que c'est une question parfaitement pertinente. J'ai toujours pensé et dit lors des conférences pendant la tournée que je ne pense pas vraiment que ce que je fais est de donner des conseils. Ou si je le fais, je me les donne aussi, vous savez. Ce n'est pas comme si je croyais que j'ai toutes les réponses. J'ai des réponses que j'ai trouvées utiles en essayant d'avancer. Et avec ce nouveau livre, je peux vous montrer. Cela, c'est à quoi ça ressemble. La partie noire en contraste avec le livre blanc. Le livre précédent, aujourd'hui. Vous savez, j'ai écrit beaucoup de cela alors que j'étais extrêmement malade. Et il y avait certains avantages à cela, je pense, en ce que je n'ai gardé que le matériel que je considérais comme fiable sous contrainte. Maintenant, je pense probablement, peut-être, que ma créativité a été quelque peu compromise, et donc cela peut avoir impacté le livre négativement, mais cela a rendu l'édition plus sévère. Par exemple, le dernier chapitre est soyez reconnaissant malgré votre souffrance. Et certainement maintenir cette gratitude est quelque chose avec laquelle j'ai lutté. Je pense que quiconque souffre chroniquement lutte avec le ressentiment. Mais je sais que le ressentiment empoisonne. Et je pense que cette forme de courage... Et donc... Je maintiens ce que j'ai écrit. Jordan, laisse-moi te poser cette question. Te considères-tu heureux aujourd'hui? Non. Et quand est-ce que la dernière fois que tu l'étais? Quand est-ce la dernière fois que tu as été heureux? J'étais un peu heureux la semaine dernière, pendant quelques jours. Je souffre trop pour être encore heureux. Je veux dire, ce n'est pas que je n'apprécie pas ce qui est bien dans ma vie. Je l'apprécie et je m'en souviens consciemment tout le temps. Et ma femme et moi, nous nous le rappelons constamment. Et donc, je vois tout cela très clairement, et je peux voir où pourraient se trouver les sources de bonheur.
mais j'ai beaucoup de dommages neurologiques à toutes les apparences, et cela produit beaucoup de douleur. Et donc je surmonte cela. Je pense petit à petit, comme j'ai une journée très structurée, donc je me lève et je fais un sauna, puis je marche pendant 6 miles, puis je fais de l'exercice pendant 1 heure, assez intensément avec des poids, et je danse un peu sur de la musique parce que pendant que j'essaye de reprendre le contrôle sur toutes mes extrémités et... Tout cela fonctionne assez bien, et puis j'ai les podcasts et ainsi de suite, et donc j'ai une vie bien structurée. Mais ce n'est toujours pas au point où je dirais que j'étais heureux. Mon objectif, c'est d'être en bonne santé, c'est ce que je souhaite réellement. En bonne santé et fonctionnelle. 50% maintenant, après être descendu à 5% pendant une longue période. 50%, c'est donc bien mieux. C'est super. Quel est le record de durée? Comme si vous deviez mettre les résultats d'une vie, comme si vous deviez dire les priorités, d'accord, le bonheur. Je mène une vie heureuse, une vie épanouie, une vie saine. Comment classeriez-vous ces 3 pour quelqu'un comme vous? La santé est de loin la plus importante. Mais ensuite, je n'utiliserai pas ces critères. Comme... Je pense que je suis très satisfait si je peux dire des choses que je crois être vraies. J'ai essayé. J'ai écrit à ce sujet en privilégiant le sens plutôt que la facilité. Et je dirais aussi qu'il est utile de dire ce qui est vrai, plutôt que de formuler vos mots de manière à obtenir ce que vous voulez. Et la raison, une partie de la raison pour cela. Il y a de nombreuses raisons, mais l'une d'elles est que c'est incroyablement aventureux, et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Si vous dites simplement ce que vous pensez, et mon expérience a été que les conséquences sont absolument écrasantes. Toujours constamment, et vous savez quand je vais dans une discussion comme celle-ci, je n'ai pas un prêt, je n'ai pas un résultat en tête. Je ne veux pas me faire passer pour un imbécile, je ne veux pas dire quelque chose de stupide. Je veux m'engager dans une conversation intéressante. Mais je n'essaie pas, et je n'ai pas d'autre objectif que cela. Mais c'est juste pour dire ce que je ressens sur le moment. C'est une aventure de faire ça, je l'exprime le plus clairement possible. Et c'est bien mieux que de poursuivre un but plus restreint potentiellement erroné. Et donc il y a une aventure là-bas et je pense que l'une des choses que j'aime dans le format vidéo longue durée, c'est qu'il permet aux gens de s'engager dans le mutuel. L'exploration, la révélation et la découverte de la vérité sont tellement intéressantes et captivantes que les gens sont excités de le regarder, et le veulent. Vous arrive-t-il de vous demander, ô homme, peut-être que je suis trop profondément dans ce génie inquiet et j'ai perdu un peu de mon... Oh oui, simple. J'ai certainement vécu cela. Quand ma santé s'est dégradée. Et la raison de cela était que je suis non seulement tombé malade. Ma vie s'est effondrée parce que je ne pouvais plus rien faire. Que j'avais l'habitude de pouvoir faire. Je ne pouvais pas écouter de musique, lire, écrire, penser. Je ne pouvais rien faire de tout cela. Parce que tout ce que j'avais fait était complexe et difficile. Toutes les choses auxquelles je me suis engagé. J'ai réalisé que cela m'a rendu vulnérable, car si je perdais mon travail, je serais en difficulté financière. Si je n'étais pas en pleine santé, disons, je ne serais pas capable de faire ces choses. Et donc je veux dire, c'est pourquoi je marche maintenant, par exemple. Vous savez, j'ai dit que je marche 6 miles par jour, et je fais ça tous les jours, c'est très simple. Et j'ai joué beaucoup au ping-pong, et j'ai toujours aimé ça, mais je n'ai jamais joué autant. Mais j'aime ça. Et il y a une certaine utilité à avoir des choses autour de vous qui sont gratifiantes, et bonnes pour vous qui sont moins complexes. Je dirais cependant qu'en ce qui concerne le conflit entre, disons, vous savez, misérable... Sagesse et ignorance heureuse, c'est qu'il y a différentes formes de récompenses à trouver à différents endroits. Vous savez, vous pouvez penser à cela même en termes de personnalité. Une dimension majeure de la personnalité est l'extraversion. Et la raison en est que nous avons un circuit de plaisir, et son activité varie entre les personnes. C'est ce qui cause la variation et l'extraversion, et tiens. Nous associons généralement le bonheur à l'activation du circuit associé à l'extraversion, et des drogues comme la cocaïne et les amphétamines activent ce circuit. Mais il y a une autre dimension de la personnalité, qui est l'ouverture,
et l'ouverture et la dimension de la créativité. Et il y a aussi du plaisir à en tirer. Et donc c'est l'exploration philosophique et l'expérience littéraire. Et je suppose que lorsque vous allez voir un film, vous vivez un mélange de ces deux choses. Surtout si c'est un film plutôt complexe. Donc il y a différentes formes d'engagement ou de plaisir à trouver. Et certaines sont plus proches du bonheur. Et certaines sont plus proches du sens. Et parfois elles entrent en conflit. Mais je pense que toutes choses considérées, elles fonctionnent mieux lorsqu'elles travaillent ensemble. Et je m'efforce assidûment de... Et je pense que cela m'a vraiment été révélé, vous savez. Je ne pouvais littéralement pas m'asseoir pendant presque 1 an. Et donc j'ai perdu la capacité de m'asseoir. J'ai rêvé pendant des heures de pouvoir m'asseoir près d'une cheminée et de ne pas bouger parce que j'ai cette condition appelée akathisie qui est... J'ai appris à quel point il est précieux de pouvoir s'asseoir. Et maintenant, quand je m'assois et que rien ne se passe, je prends conscience de cela et je remarque quel cadeau incroyable c'est. Et il est vraiment utile de maintenir votre capacité à voir ce que vous avez pris pour acquis, parce que vous pouvez perdre tout, vous pouvez perdre des choses que vous ne saviez même pas que vous aviez. Je n'avais aucune idée que vous pourriez jamais perdre la capacité de simplement vous asseoir, mais vous pouvez, je ne le recommanderais pas. Donc je suis plus reconnaissant, je dirais des choses plus simples que je ne l'étais. Je suis plus reconnaissant envers les autres que je ne l'étais. Tout compte fait, je suis probablement plus reconnaissant qu'avant. Et j'espère que cela continuera à se développer. Je n'ai aucun mépris pour le bonheur, tu sais. Je dis aux gens de ne pas poursuivre le bonheur, mais de chercher un sens, et je pense que c'est vrai, mais si le bonheur se présente, il devrait être accueilli. Et si jamais tu te trouves quelque part où cela se produit, tu devrais le remarquer et en être reconnaissant et en profiter, et... C'est certain. Quand quelqu'un m'arrête dans la rue, et cela arrive tout le temps, ils sont généralement timides et hésitants à m'arrêter, et généralement très très polis, presque invariablement. Donc ce n'est jamais une vraie imposition. Et je demande toujours aux gens s'ils disent qu'une conférence les a aidés, ce qui a aidé précisément. Cette semaine, 3 gars m'ont répondu. Ils ont dit bien... Je me comparais à ce que d'autres personnes avaient accompli. Et je me retrouvais toujours en défaut. Et cela me faisait mal. Cela me rendait envieux, disons. Et cela me décourageait, mais ensuite j'ai appris à me récompenser pour de petites améliorations par rapport à qui j'étais. Et je me suis dit que c'est vraiment important, tu sais, parce que tu te compares à la bonne personne. Alors, et maintenant, tu te récompenses. Tu t'encourages pour prendre les mesures que tu peux prendre. C'est vraiment important de le faire, n'est-ce pas? Et tu sais, maintenant, je sais que c'est important pour mes auditeurs. Et donc j'essaierai de formuler ce concept plus précisément. Et le communiquer plus clairement. C'est un grand privilège. C'est un grand privilège de pouvoir faire cela avec le podcast et les livres. Et c'est tellement... C'est génial. C'est génial.